Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Nous avons pas mal d'actualités assez intéressantes cette semaine-ci et pas mal de choses variées. On va parler un petit peu smartphone, on va parler caméra et surtout caméra professionnelle. On va aussi parler Starship parce que oui, le troisième vol de test de Starship va bientôt arriver, genre peut-être même demain par rapport à la sortie de cette vidéo. Donc ça c'est plutôt cool. Et on va aussi parler un petit peu carte graphique et futur des cartes graphiques et des processeurs. Vous allez voir vraiment beaucoup de sujets. Table des matières dans la description ainsi que sur la barre de lecture. Commençons tout de suite. Alors normalement, j'avais une actualité qui traitait du troisième vol de Starship de test qui allait bientôt être fait. Mais en réalité, ça arrivait. Genre, ils ont à peine eu l'autorisation. Ils ont lancé le premier jour de tests qu'ils avaient programmés. Ils en avaient plusieurs backups. Et le vol s'est hyper bien passé. Donc, ici, vous avez le live sur Twitter. Par rapport à la sortie de cette vidéo, ça arrivait aujourd'hui, donc c'est très frais comme information. Et donc, si on regarde, oui, ils ont déjà atteint l'orbite, comme vous pouvez le voir. Mais du coup, voici Starship. Vous avez le booster en bas et vous avez le ship par-dessus et l'entièreté du véhicule. On l'appelle Starship, basiquement. Il y a des fois un peu la confusion parce que le ship au-dessus est aussi appelé Starship. Bref, dans tous les cas, voici Starship et puis voici le lancement. Je vous invite à aller voir sur Twitter. Vous allez voir sur le Twitter de SpaceX. Et comme ça, vous pourrez voir l'entièreté du lancement. Ici, je vais résumer un petit peu ce qui s'est passé. Déjà, le lancement s'est bien passé, comme vous pouvez voir. Euh, il y a, selon les live streams et les gens qui observent le pad de lancement, il n'y a pas eu vraiment de gros dégâts, donc ça c'est aussi une bonne nouvelle. Si on va un peu plus loin, ils ont mis aussi beaucoup plus de caméras cette fois-ci pour qu'on voit ce qui se passe. Donc là, on a la caméra depuis le booster. On voit notamment les grid fins du booster qui lui permettent de le guider en réentrée, un petit peu comme des ailes, mais version plus petite. Vous pouvez voir d'ailleurs que tous les 33 moteurs sont bien allumés ici en bas à gauche. Il n'y a eu aucun problème avec ceux-ci, en tout cas pour la première partie du vol, donc ça c'est génial. Et un petit peu plus loin, du coup, si on va voir, on a, voilà, ça c'est le hot staging, donc c'est quand le ship au-dessus va se détacher du booster, il allume ses moteurs et voilà, il se détache, un petit peu comme le font les Russes avec leurs fusées. Et ça s'est bien passé aussi, donc ça c'est une excellente nouvelle. Et après ça, ben, les bonnes nouvelles continuent. Alors le booster a redescendu vers du coup le golfe du Mexique, un peu plus de 14 km de la côte des États-Unis pour information, mais malheureusement, on le voit à un moment, peut-être on le voit, voilà là, il commence à perdre contrôle. Donc peut-être que pas tout à fait encore au point. Ils font la même chose avec évidemment la Falcon 9, avec les grid fins et tout ça, mais là c'est un véhicule beaucoup plus gros, donc peut-être que les données n'étaient pas tout à fait bonnes et c'est la première fois qu'ils ont un booster qui réentre comme ça dans l'atmosphère. Donc oui, certainement encore du travail à faire ici. Apparemment, ils se seraient écrasés dans l'eau. Ils n'ont pas fait exploser avant même qu'ils touchent l'eau. Ils l'ont littéralement laissé tomber dans l'eau. Donc, il faudra voir s'il y a des personnes qui ont pu filmer ça après. Ensuite, du coup, le ship a continué. No problemo. Contrairement au dernier plan de vol, et là on voit aussi d'ailleurs un truc que je vais parler, contrairement au dernier plan de vol, il devait juste aller jusque l'océan Indien, pour information. Donc c'est une presque orbite sans être une orbite, mais honnêtement, il gardait les moteurs allumés quelques secondes en plus et il était en orbite. C'est juste que là, comme c'est un vol de test, il n'avait pas besoin de le laisser atteindre une orbite stable. Donc pour ceux qui se demandent, oui, ça veut dire que ils sont capables d'atteindre une orbite stable avec Starship, ce qui est une excellente nouvelle. Mais le prochain test qu'ils voulaient faire, on l'a vu un petit peu, c'est le fait qu'ils voulaient tester une porte qu'ils ont ici, qui peut paraître petite, mais qui est en réalité énorme. Et cette porte permettra de tout simplement sortir des satellites pour Starlink, parce que les satellites Starlink sont très plats, donc c'est juste la taille qu'il faut pour les faire sortir. Si vous voulez des trucs volés de temps en temps pendant le live, ça peut être des bouts de glace ou autre chose, parce que y a de la glace qui se forme sur le Starship quand ils mettent le carburant et le comburant dedans. Et donc, la glace reste souvent avec le véhicule, même quand il atteint une orbite. Donc, tenez-en compte. Et puis après ça, le plus impressionnant, franchement, c'est la réentrée. Donc là, ils s'amusent un petit peu à tourner. Je pense que ça fait partie de leur test de s'amuser à le faire tourner comme ça. Et du coup, là, comme vous pouvez voir, il arrive au-dessus, normalement, en toute logique, de l'océan Indien. Ça va assez vite, hein, parce que plus de 20 000 km/h quand même. Et on va voir, et ça, c'est quelque chose que j'attendais depuis très longtemps. Et le live, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le live était en direct depuis un véhicule en orbite et tout ça. Genre,
le flux vidéo continue d'être transmis et c'est dû au fait qu'il y a des antennes Starlink sur le véhicule et le flux vidéo a plutôt bien continué et comme vous allez le voir un petit peu après, il va même continuer à un moment où on ne s'attendait pas forcément à ce qu'il le fasse. Ah là, c'est de la vue est magnifique avec le soleil qui se couche, ou plutôt techniquement c'est... Oui, non, ça doit être le soleil qui se couche en toute logique. Et donc si on va plus loin, voilà, là on le voit. Ce que vous voyez ici, c'est le plasma qui se génère quand le véhicule réentre dans l'atmosphère. Donc c'est littéralement l'air qui chauffe tellement fort qu'elle devient du plasma. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui est extrêmement chaud et qui pourrait abîmer un véhicule. Donc c'est pour ça que nous avons ces plaques en céramique de protection. Et comme vous pouvez voir déjà, ça semble plutôt bien fonctionner. Le véhicule est toujours en une pièce. Il y a du plasma pourtant. Alors, on voit la vue de la caméra bouger, c'est parce que vous avez des flaps en bas ici. On les voit d'ailleurs sur le petit graphique en bas à droite. Et on a des flaps sur le côté haut. Et en fait, la caméra est en dessous d'une de ces flaps hautes. Donc des fois, le point de vue de la caméra change parce que la flap bouge littéralement. Comme vous pouvez voir, ça continue à réentrer. La quantité... Alors, ça, pour ceux qui ne se rendent pas compte, c'est exceptionnel comme vue parce que, par exemple, la navette spatiale, quand elle réentrait, il n'y avait aucune communication. Pendant plus de 10 minutes, ils ne savaient pas si tout allait bien parce que le plasma, en fait, coupe toute forme de communication. C'est impossible de communiquer correctement. Et là, en fait, Starship est tellement gros qu'il y a pas de plasma forcément à un endroit, un petit peu derrière lui. Et du coup, ils arrivent à garder un lien en direct comme ça avec et transférer ce flux vidéo. Comme vous pouvez voir, ça se passe bien. Et puis, oh là, le plasma, c'est juste, cette vue-là est exceptionnelle, franchement. Bon, malheureusement, je skip un petit peu plus loin, vous pouvez aller voir sur Twitter. Ils perdent l'image au bout d'un moment. Ils ont encore un petit peu de télémétrie, mais au bout d'un moment, ça se coupe. Donc, peut-être que il y avait juste trop de chaleur à un endroit en particulier et ils ont perdu. Ah là, on voit encore un petit peu. Et ils ont juste perdu le véhicule à cause de ça. Donc, c'est. Il y en a qui vont dire, oh, mais du coup, ils n'ont pas réussi ou autre chose, mais ils ont totalement réussi. Ils ont testé plus ce qu'ils voulaient tester. Ils ont même pu tester la réentrée avec Starship. Et ça, c'est exceptionnel d'avoir pu faire ça. Oui, le booster s'est craché, mais ça, le booster, ce sera facile à fixer. Ils ont déjà beaucoup d'expérience avec Falcon 9. Vraiment, la partie compliquée, c'était celle-ci. La réentrée dans l'atmosphère. Et ils ont réussi à le faire pendant un petit moment. Donc maintenant, ils vont juste analyser les données, voir où est-ce qu'il y a eu un problème, s'il y en a vraiment eu un. Peut-être que le problème n'a rien à voir même avec le bouclier thermique ou la réentrée. Hein. Il y a peut-être eu un autre problème totalement différent. Et puis, ils feront des corrections pour le prochain véhicule, qui est basiquement déjà pratiquement fini. Donc, vous pouvez vous attendre à un autre vol de test très rapidement. Et donc voilà, c'est tout pour le 3e vol de test de Starship. Exceptionnel. Un grand GG à l'équipe SpaceX. C'était magnifique à voir. Je vous invite à aller sur Twitter de SpaceX. Je vous mettrai un lien dans la description pour aller voir la rediffusion du live tout simplement afin de voir tout ce qui s'est passé. Et c'est à peu près tout pour cette news-ci. Encore une fois, un grand GG à SpaceX. La première news de la semaine, c'est évidemment par rapport à Apple et aussi Epic. Il y a eu beaucoup de débats là-dessus lors de la semaine et on a aussi évidemment, il faut préfacer le fait que Apple va bientôt réautoriser les App Store tiers sur leur plateforme, mais avec évidemment des limitations, comme on avait parlé dans une précédente vidéo, notamment ils devront quand même payer des sommes d'argent à Apple. Ce pas forcément des sommes d'argent négligeables. Donc ça, il faudra voir si l'Union européenne reste inactive par rapport à ça. Dans tous les cas, les App Store tiers vont réarriver et donc forcément, Epic a recréé un nouveau compte développeur sur les plateformes d'Apple pour pouvoir profiter de ces nouvelles règles. Il faut savoir que leur premier compte, évidemment, s'était fait bannir, voilà, ça fait longtemps, ça fait plus de 4 ans, il me semble, 3-4 ans. Il s'était fait bannir, évidemment, après avoir rajouté un moyen de paiement tierce sur Fortnite, notamment sur la version Play Store, mais aussi App Store, ce qui avait mené au fait qu'ils étaient bannis sur les deux plateformes, parce que les deux plateformes n'autorisent pas d'avoir un système de paiement tierce sans que vous donnez une partie des revenus qui était 30% à Google ou à Apple. Donc, ils s'étaient fait bannir et jusqu'à maintenant, ils n'avaient plus de compte développeur chez Apple. Donc là, ils en ont recréé un. Mais surprise, ils se sont fait bannir leur compte. Pourquoi? Alors, dans un blog, Apple a précisé que la raison pour laquelle ils bannissaient ce nouveau compte était due en partie au fait que
ils avaient du mal à croire que Epic respecterait les nouvelles règles. Donc, ils pensent que Epic va juste sortir un nouveau Fortnite et puis rajouter un système de paiement tiers. C'est juste pas donner d'argent à Apple. Donc ça, c'était la première raison évoquée. Et la deuxième raison, assez bizarrement, c'est que Apple a mentionné un tweet du fondateur de Epic en disant que c'est en partie à cause du tweet. Et le tweet n'est même pas méchant ou autre chose. Le tweet dit juste « Hey, Apple peut faire des choses incroyables, mais il faudrait qu'il se reconcentre à justement faire des choses incroyables plutôt que de se lancer dans ce genre de choses. Vous voyez, genre collecter de l'argent 30% sans rien faire derrière. » Donc c'était en partie un tweet qui critiquait Apple, mais aussi qui montrait que le fondateur de Epic, justement, a du respect pour Apple. Donc c'est ça que c'est un peu bizarre. Et il faut aussi le préciser que le fondateur d'Epic a promis à plusieurs reprises de respecter les règles, quoi qu'il arrive, même en tenant compte qu'il est au courant de ces nouvelles règles et qu'il devra quand même payer une partie de ses revenus à Apple. Il a dit qu'il respecterait ces nouvelles règles. Donc le fait que Apple bannisse comme ça, sans même laisser le choix ou autre chose, sans même genre laisser un recours à Epic ou autre, ben, évidemment, ça a fait énormément parler de tout ça. Et donc, forcément, Apple est revenu en arrière et a remis en ligne le compte développeur de Epic Games. Donc, normalement, en tout cas en Europe, ils devraient pouvoir sortir leur propre store, qui sera certainement l'Epic Store, sur iOS. Et du coup, pouvoir, à nouveau avoir Fortnite sur iOS. Il faut quand même le préciser que même si Fortnite est hyper populaire, avoir perdu tout le marché iOS a quand même évidemment coûté très cher à la marque, mais ils l'ont fait aussi pour lancer ce débat des 30%. Et je dirais qu'honnêtement, certainement l'affaire Epic a permis de faire beaucoup avancer la situation sur ce débat, justement. Donc, même si vous n'aimez pas Fortnite, même si vous n'aimez pas Epic, il faut quand même, selon moi, les créditer pour avoir permis de faire progresser la situation à ce niveau-là. Donc, c'est une bonne chose globalement. Mais du coup, oui, il faudra voir ce que ça donne. Et ma foi, ça donnera un nouveau accès à Epic, à un énorme marché. Évidemment, sur Android, il y avait toujours la possibilité de sideloader des apps. Donc, en réalité, ils étaient moins affectés ici. Il y avait aussi le fait que, il me semble, Samsung, oui, avait sur leur Galaxy Store Fortnite et tout ça. Donc, ça permettait de compenser pour Epic sur Android. Mais par contre, sur iOS, oui, il me semble que les seules personnes qui pouvaient jouer à Fortnite sur iOS, outre jouer en streaming, en game streaming ou autre chose, genre vraiment jouer sur votre téléphone, mais c'était les gens qui avaient pas désinstallé Fortnite et du coup le jeu continuait de fonctionner. Il me semble qu'ils pouvaient s'update et tout ça. Je sais pas si les gens ont pu continuer de jouer jusqu'à maintenant sans désinstaller l'application. Je pense qu'au bout d'un moment, après une mise à jour iOS, ça a dû invalider l'application au bout d'un moment, mais il y en a qui en ont profité un sacré bout de temps en tout cas. Ensuite, on a une autre news par rapport à Apple justement, et c'est le fait qu'ils sont revenus en arrière sur une décision. Et c'est le fait que Apple voulait tout simplement bannir les applications qui peuvent être téléchargées depuis des sites web dans l'Union européenne. Donc, basiquement, c'est des web apps, c'est vraiment ça. Donc, c'est un site web qui vous permet d'avoir une version application en quelque sorte. Vous pouvez rajouter un logo sur votre home screen et tout ça. Et du coup, ils avaient décidé de tout simplement bannir ça. Ils sont revenus en arrière, mais il faut le préciser avec pas mal de limitations. Plus de limitations qu'avant. Donc déjà, ces web apps devront respecter basiquement toutes les règles de l'Apple Store. Apple devra aussi prévalider les développeurs. Et du coup, vous, en tant qu'utilisateur, vous devrez autoriser ces développeurs dans l'App Store, il me semble, afin de pouvoir avoir une web app qui sera ajoutée depuis un site web. Donc, basiquement, vous êtes en mode, je vais souvent sur YouTube. Imaginons, je vais créer peut-être un site. Non, imaginons vous allez sur YouTube souvent, et YouTube a une version web app, c'est pas le cas, mais imaginons, bien vous devriez aller dans l'Apple Store, autoriser YouTube, ou en tout cas le développeur Google, et après seulement, vous pourriez utiliser la web app et la rajouter sur votre home screen. Donc, en gros, pas mal de vérification, pas mal de sécurité derrière. Je comprends en réalité la logique parce que des web apps, ça pourrait être très mauvais hein, si c'est juste libre comme ça, si vous pouvez juste rajouter des web apps juste comme ça, sans aucune vérification. Mais bien évidemment, c'est Apple, donc ils voulaient rajouter ces vérifications, ils en ont rajouté plus qu'avant. Ensuite, on passe un petit peu à des news hardware très vite fait ici, notamment sur le fait que nous avons des leaks sur la line-up des Snapdragon X Elite de Qualcomm. Donc, je vous rappelle que Qualcomm a travaillé sur des nouveaux processeurs ARM qui promettent d'être
pratiquement en tout cas aussi puissant que les puces Apple. Euh, Selon les leaks qu'on a vus jusqu'à maintenant, elles se placeraient plus d'ailleurs au niveau des puces M2 de Apple, ce qui est vraiment pas trop mal en réalité. Donc le but de ces puces, c'est de finir pas forcément dans des smartphones, plus dans des tablettes et surtout des ordinateurs portables ou des ultrabooks en tout cas, qui sont très compacts ou en tout cas très fins, mais qui ont pas mal de puissance. Donc basiquement ce que fait Apple avec les MacBook Air notamment. Donc là, on a toute la line-up qui semble avoir leaké et comme vous pouvez voir, il y a pas mal d'options. On n'a pas le plus grand, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans pour le moment, mais vous pouvez voir que le Elite X, alors c'est un nom de code pour le moment, c'est pas son vrai nom, hein, tenez en compte, aurait 12 cœurs, donc ce serait 8 plus 4, donc certainement 8 cœurs haute efficacité, et puis 4 plus puissants, je dirais, peut-être. On verra bien. Et avec une fréquence de 4,3 GHz. On peut voir aussi qu'on a pas mal de specs maintenant, donc on sait que le nombre max de cœurs sera de 12. On sait que du coup, il y aura pas mal de puissance d'IA, même beaucoup plus que ce que fait Apple. Ça, c'est assez étonnant selon moi. 75 teraops, alors que Apple est limité à 18 sur les puces M3. Et AMD et Intel font mieux aussi, comme vous pouvez voir. Donc ça, pour moi, c'est assez étonnant. Enfin, ça dépend. Comme vous pouvez voir, entre parenthèses, ça dépend à mon avis des opérations. Vous avez aussi le fait que le GPU de ces nouveaux Snapdragon X Elite devrait être vraiment pas mal puissant. Donc, comme vous pouvez voir, il serait au niveau de puissance que ce que fait Intel sur les Core Ultra, ce qui est franchement pas dégueu. On n'est pas encore au niveau toutefois d'AMD, donc ça, il faudra voir. Après, tenez compte aussi que la puissance brute ne veut pas dire grand-chose. Vous voyez que par exemple, AMD est 2 fois plus puissant qu'Intel, alors que quand vous regardez les tests, c'est pas vraiment x2. Donc il faut encore utiliser cette puissance correctement. On a aussi un support pour la LPDDR5X à jusqu'à 8533 mégatransferts, ce qui est très important pour la puissance GPU, mais aussi la puissance même du CPU. Donc ça, c'est intéressant. Et du coup, ces nouveaux processeurs devraient arriver moitié 2024, donc très prochainement. Ils sont aussi basés sur un processus de gravure de TSMC en 4 nanomètres, pour info. Donc, très intéressant tout ça. Il y a beaucoup de gens qui attendent. Personnellement, moi aussi, j'attends énormément cette sortie parce que ce serait la première fois vraiment qu'on a des processeurs ARM puissants pour faire des laptops Windows sur ARM ou même n'importe quoi, même sur Linux ou autre chose, et qui ne sont pas évidemment faits par Apple. On a d'ailleurs des news sur le fait qu'un des premiers ordinateurs portables qui pourrait utiliser ces nouvelles puces serait de chez Samsung et ce serait un Galaxy Book 4 version du coup ARM. Et il se trouve d'ailleurs que j'ai un Galaxy Book 4 X360 en test ici. Donc je vais vous faire un mini test juste après. Donc ça m'a permis de tester un petit peu le laptop et voir ce que ça donnerait peut-être avec une puce ARM. Donc ça c'est intéressant. Ce n'est pas sponsorisé. C'est un prêt et il repartira après le test pour info. Dans tous les cas, ce Galaxy Book 4 qui serait le Galaxy Book 4 Edge pour info serait un 14 pouces avec 16 Go de RAM, 512 Go de stockage par défaut. Et ce serait l'un des premiers à vraiment utiliser ce nouveau processeur. Et ce serait du coup pour la moitié 2024 comme on a dit. Le prix annoncé d'ailleurs aussi serait de 1800 €, ce qui est un sacré budget, surtout il y a des gens qui vont se dire oh, 1800 € pour un processeur ARM, c'est vrai que ça fait un petit peu mal. Après, si on compare par rapport à ce que fait Apple, si vraiment c'est assez puissant, ce sera en réalité assez discutable. Ça reste un petit peu cher, mais Apple fait encore plus cher. Maintenant, il faudra voir si ce sera aussi bon. Et évidemment, il n'y aura pas que Samsung qui va travailler là-dessus. On devra avoir d'autres marques, certainement, du coup, HP, Dell, Lenovo, Acer, Asus et encore plus certainement derrière. Donc, moi, personnellement, je suis très impatient de voir ce que ça donne. Alors du coup, je vais faire un mini test du Galaxy Book 4 en version 360. Tenez compte qu'il y a plein de versions du Galaxy Book, comme vous pouvez voir ici, qui sont très différentes en réalité. Donc selon moi, ça porte un peu à confusion que le nom se ressemble, mais par exemple la version Ultra, genre un GPU dédié et tout ça. Donc Samsung, moi, je ferais plus de différence, pas juste mettre Pro derrière et puis oh, c'est totalement différent comme ordinateur. Non, ça ne va pas de trop. Donc la version que j'ai testée ici coûte, dans sa version de base en tout cas, 1509 €. J'ai une version un petit peu plus avancée. Au niveau des specs, alors je ne vais pas entrer en détail sur les specs, vous pouvez les lire sur le site web. Vous avez des Core Intel Ultra, ça aurait été mieux du AMD selon moi. Vous avez le fait qu'on a évidemment de la RAM LPDDR5, c'est-à-dire que oui, elle est soudée, donc vous ne pouvez pas l'upgrade, donc ça c'est un point négatif. Vous avez aussi cet écran magnifique AMOLED, mais seulement en 60 Hz, donc ça c'est un
point négatif aussi selon moi. Pour le prix, pour information, vous avez Asus qui font des ordinateurs, des Ultrabook à 1000 euros avec une dalle OLED à 120 Hz. Donc, pas d'excuse ici pour Samsung pour le faire, en tout cas sur un ordinateur à 1600 euros de base. Ça peut monter plus haut. Donc, voilà le reste des specs. Et il y a d'autres points négatifs que j'aimerais mentionner. Déjà, le fait que vous n'avez pas de trackpad avec feedback haptique, donc un petit peu comme les MacBooks, mais ce n'est pas juste réservé aux MacBooks. Vous avez des laptops Windows qui ont des trackpads haptiques. Et franchement, c'est génial. C'est juste une évolution logique du trackpad. Donc, en gros, ça vous permet de régler la sensibilité parfaitement parce que quand vous pressez dessus, ça fait vibrer le trackpad et ça détecte selon le réglage de pression que vous avez mis dans Windows. Donc, en gros, ça vous permet de parfaitement régler votre trackpad et de pouvoir cliquer n'importe où et ça marche quoi qu'il arrive. Franchement, si vous n'avez jamais testé de trackpad haptique et que vous êtes souvent sur des Ultrabooks, le jour où vous allez tester, vous aurez du mal à revenir à un trackpad classique. Donc pour moi, il y a une grosse amélioration à faire ici pour justement Samsung, surtout par rapport à Apple qui a littéralement la technologie partout sur leur gamme. On a l'écran 60 Hz, la RAM soudée. L'écran bouge un petit peu aussi quand on tape sur la version 360. Il y a un petit peu de jeu dans la charnière et ça c'est un peu perturbant. Autre point négatif, McAfee est installé par défaut. Samsung, si vous respectez un minimum vos utilisateurs, ne mettez pas McAfee. Je ne sais pas ce qu'ils vous payent, mais honnêtement, ça ne vaut pas la peine. Peu importe ce qu'ils payent, ne mettez pas ça parce que McAfee est assez compliqué à désinstaller pour les utilisateurs. Donc, c'est basiquement comme si vous aviez installé un virus sur votre ordinateur. On va être honnête. Et puis, petit dernier point négatif, pas de Wi-Fi 7. Les téléphones Samsung de dernière génération, le Wi-Fi 7, pourquoi pas leur laptop aussi, ce serait logique, mais c'est pas le cas. Alors, du coup, ça peut paraître être un deal breaker avec tous ces points négatifs, mais pour moi, il y a quand même un public pour cet ordinateur. Et c'est surtout les gens qui, du coup, sont déjà dans l'écosystème Samsung. Vous avez un téléphone Samsung, vous avez aussi des Galaxy Buds, ils m'en ont prêté pour le test. Eh bien, un des avantages, par exemple, que vous avez, c'est que si vous êtes sur le Galaxy Book avec les Galaxy Buds, et du coup, vous avez le son du laptop, ben, si vous passez sur votre téléphone, parce que peut-être quelqu'un vous appelle en visioconférence ou autre chose, eh bien, vous pouvez avoir le choix de automatiquement passer le son du coup du téléphone sur ces Galaxy Buds. Donc, pas besoin de reconnecter le Bluetooth ou autre chose. La transition se fait automatiquement. Et ça vous montre à quel point juste c'est pratique d'être dans cet écosystème. Tenez compte quand même toutefois que vous pouvez avoir pas mal des fonctionnalités, par exemple les messages sur le bureau et tout ça, sans même avoir d'ordinateur Samsung, parce que vous avez une application Windows lien qui est disponible et qui est supporté par les téléphones Samsung, mais vous avez un petit peu plus. Quand vous utilisez un compte Samsung, vous avez par exemple aussi Samsung Pass. Tous les systèmes Samsung sont automatiquement évidemment sur l'ordinateur et quand vous avez votre compte Samsung, ça vous permet d'avoir une synergie avec tous les autres appareils, un petit peu comme Apple. Donc pour moi, c'est là où il y a le grand intérêt pour un Galaxy Book. Mais pour quelqu'un qui veut un Ultrabook avec des bonnes specs, haut de gamme, bonne construction, vous avez moins cher en fait. Comme j'ai dit, vous avez Asus qui fait pour moins cher avec des meilleurs specs. Vous avez aussi au final HP. Toutes les autres marques ont basiquement des Ultrabooks vers à peu près le même prix qui ont juste des meilleurs specs en fait. Je dirais que le gros problème en fait, c'est je pense que Samsung a regardé trop Apple. Ils se sont dit, oh, Apple ça coûte autant pour un nouveau MacBook et tout ça. Ben nous on va faire juste un peu moins cher avec des meilleurs specs. On a aussi un écran AMOLED. Du coup ça justifie le fait de passer chez nous. Mais le truc c'est que ben, ils oublient que il y a toute la concurrence Windows, il y a tous les autres concurrents, genre Asus, HP, même Acer et tout ça, qui font juste mieux pour le prix selon moi. Donc voilà, il manquerait pas grand-chose pour que ce soit intéressant, juste une petite réduction de prix. Honnêtement, et selon les specs qu'ils ont, ça vaudrait la peine. Mais sans cette réduction de prix, c'est un petit peu cher, surtout si vous n'êtes pas dans l'écosystème Samsung. Donc voilà ma recommandation et ce mini-test sur le Galaxy Book 4 360. Alors tout en restant dans le hardware et les laptops, Ultrabook ainsi que les processeurs mobiles, nous avons la LP DDR6 qui devra arriver fin 2024, ou en tout cas le standard sera sorti en fin 2024. Donc on pourra voir arriver en début 2025 les premiers produits. Et en gros, du coup, forcément, la LPDDR6 sera une évolution de la LPDDR5 et 5X en promettant tout simplement plus de vitesse. Donc là, on passerait jusqu'à, en tout cas, la LPDDR6 de base à 12 800 mégatransferts comparé aux 6400 de la LPDDR5
auquel elle est limitée actuellement en tout cas. Il y en a des plus lentes, hein, tenez-en compte, mais c'est un peu le maximum sans passer à la version X. Et la version X, elle, du coup, est à 8533. Et il y aura évidemment aussi une version LPDDR6X qui, elle, pourrait atteindre 17 000 mégatransferts. Alors, pour resituer un petit peu tout ça, pour information, la DDR5 pour PC fixe pourrait normalement atteindre un peu plus de 10 000 mégatransferts. Donc, en réalité, la DDR5 sur PC fixe a encore de la marge et n'a pas besoin d'être remplacée tout de suite. Surtout qu'on est moins limité sur PC. Surtout dû au fait aussi qu'on a plus de puces mémoire. Donc, en réalité, sur PC, vous pouvez avoir juste des meilleures performances, juste dû au fait que vous avez la place de mettre beaucoup plus de barrettes et tout ça. Donc, tenez-en compte. Et on est un peu moins limité aussi parce que, par exemple, les GPU dans un PC fixe ont leur propre RAM qui est plus rapide et qui est conçu pour les GPU, alors que dans un téléphone, le GPU est avec le processeur, même chose avec un Ultrabook, et là, du coup, ce GPU dépend de la RAM système et c'est pour ça qu'on a besoin d'une RAM plus rapide. Donc, pour information, en réalité, ça a été le cas sur la LPDDR5 et est d'abord arrivé en mobile en 2020, si je me souviens bien, et puis seulement après, en 2021, nous avons eu la DDR5. Donc, en toute logique, d'ailleurs, la DDR6 pour PC fixe devra arriver en 2026 parce que du coup, cette LPDDR6 arrive en 2025. Donc, il y a à peu près la même logique qu'on a vu avec la DDR5. Donc, ne soyez pas trop étonnés et tenez compte encore une fois que votre PC n'est pas vraiment limité par la RAM à l'heure actuelle. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est encore évidemment assez différent pour les appareils mobiles toutefois, où eux, ils en ont vraiment besoin de cette vitesse en plus. Donc, on verra bien ce que ça donnera. Normalement, le premier processeur à utiliser sera certainement le Snapdragon 8 Gen 4, qui sera le gros flagship début 2025, sans tenir compte d'un refresh qui aurait seconde partie de l'année ici, mais voilà, ce serait le premier processeur mobile en tout cas que j'utilise, qu'on connaît assez bien, et on verra bien ce que ça donnera. Ensuite, on a une news au niveau smartphone, vu qu'on avait le MWC récemment, je vous rappelle, notamment un smartphone qui a été présenté, c'est le Xiaomi 14 et le 14 Ultra aussi en particulier, qui est certainement le smartphone Android avec les specs les plus avancés, vraiment il a tout. C'est juste que mais des fois, ils sont un peu retenus par le logiciel de chez Xiaomi, notamment au niveau photo, le traitement photo, parce qu'il y a beaucoup de tests qui ont été faits, des blind tests où mais on compare, on montre aux gens différentes photos sans leur dire d'où elles viennent, quel appareil photo les a pris. Et bien souvent, mais Xiaomi est en arrière-plan, malgré le fait qu'ils sont censés avoir des meilleurs specs. Du coup, ici, pour information, les Xiaomi 14 aussi ont un nouvel OS, en tout cas une nouvelle surcouche Android qui s'appelle HyperOS. Donc, il faudra voir ce que ça donne ici. Évidemment, selon Xiaomi, il y a pas mal d'améliorations, mais il faudra voir s'ils ont amélioré le traitement photo, encore une fois, parce qu'ils peuvent changer, ils peuvent passer à un nouvel OS et tout ça. Si le traitement photo le reste à peu près le même, ça n'améliorera pas plus les photos non plus. Bref, dans tous les cas, les specs sont monstrueuses comme vous pouvez voir. 16 Go de RAM, plein de stockage, 5000 mAh, charge ultra rapide, écran 120 Hz. Mais le gros vraiment truc impressionnant avec à chaque fois ces Xiaomi 14 Ultra, en tout cas, c'est le fait que vous avez un setup photo incroyable. Alors, vous avez aussi un accessoire batterie grip qui donne l'impression que c'est basiquement un appareil photo. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On a même d'ailleurs, il me semble que ça permet de zoomer, donc ça c'est plutôt cool. Et ce batterie grip du coup est détachable et rajoute, pour information, une batterie en plus, 1500 mAh en plus au téléphone, donc ça c'est plutôt cool. Et du coup, au niveau justement de la caméra, nous avons une des grosses mises à jour, le fait qu'il y a un aperture variable sur le capteur principal. Donc le capteur principal, pour info, est un capteur de 1 pouce de 50 mégapixels qui est juste massif, franchement, par rapport à la plupart des autres smartphones. Donc un gros capteur, c'est cool. Plus de lumière, meilleure qualité d'image, surtout en basse lumière, vraiment une bonne chose. Le problème, c'est plus le capteur est gros, plus vous avez un effet de depth of field, donc de la profondeur de champ. Donc, par exemple, moi, sur ma caméra ici, si je m'approche de l'objectif, vous voyez que tout est flou en arrière-plan. Et c'est dû au fait que le capteur est assez massif. On est sur du full frame ici. Et du coup, vous avez cet effet de bokeh naturel. Mais le problème des fois, c'est que vous ne voulez pas toujours avoir ce flou. Surtout si vous prenez en photo, je sais pas moi, quelque chose de petit. Je sais pas moi, par exemple, cette télécommande, vous prenez en photo la télécommande, elle est un peu de travers. Ça va être en focus et puis cette partie-là va pas être en focus. Assez embêtant. Donc,
les appareils photo normaux et les objectifs d'appareils photo ont tout simplement une aperture variable. Donc, vous avez ces petites blades, comme on dit, qui permettent de réduire la taille tout simplement du trou qui laisse passer la lumière. Et du coup, plus vous réduisez cette taille, moins il y a de lumière qui rentre, mais vous avez moins de bokeh en arrière-plan. Donc, dans certains cas, vous voulez justement ça. Ça vous permet de tout simplement avoir un petit peu moins de flou si vous prenez quelque chose en photo de plus près. Donc, c'est une bonne chose, surtout sur un capteur aussi gros, parce que des fois, vous pourrez vraiment avoir ce problème de « Oh, ça, c'est focus correctement, mais cette partie-là est floue. » Par exemple, si vous prenez le portrait de quelqu'un, peut-être que vous voulez que tout son visage soit en focus, ça vous permettra de le faire. Donc, c'est une bonne chose quoi qu'il arrive et c'est une amélioration encore en plus. Donc, pour info, il n'y a évidemment pas que ça. Vous avez toujours 4 capteurs photo, ce qui est massif. Donc, vous avez un ultra grand angle. Vous avez évidemment le capteur principal. Vous avez un téléphoto de x3 et normalement un téléphoto, si je me souviens bien, de x5. C'est 3,2 en réalité le premier téléphoto et évidemment aussi le x5. Donc, c'est assez similaire à ce que fait Samsung, mais techniquement avec des meilleurs capteurs. Donc ça, il faut quand même en tenir compte. Ils sont tous en 50 mégapixels d'ailleurs, donc ça permet de facilement zoomer sur une image. Si vous avez pas mal de lumière, surtout sur ces capteurs téléphoto, ça vous permet de rajouter du zoom. Donc c'est un petit peu ce qu'a fait Samsung sur le capteur de x5. Ils ont rajouté un capteur de 50 mégapixels pour pouvoir zoomer justement dessus. Mais là, vous l'avez carrément aussi sur le x3. Donc franchement, d'un point de vue hardware, c'est certainement le meilleur smartphone. Maintenant, il faudra voir si ça suit au niveau logiciel et surtout au niveau traitement d'image. Et ça, il faut attendre des tests et il faudra bien voir. Ensuite, nous avons une news au niveau caméra qui est pour moi assez étonnante. Et c'est le fait que Nikon va acheter Red Digital Cinema. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Red Digital, c'est des constructeurs de caméras cinéma ultra haut de gamme qui font de la 8K et même plus encore. Vous avez pas mal de youtubeurs qui se sont amusés à les utiliser pour juste faire des vidéos YouTube, ce qui était clairement overkill. Depuis, ça s'est un petit peu amélioré, mais il y avait clairement une mode il y a quelques années. Ce sont, quoi qu'il arrive, des caméras incroyables en termes de spec et de performance. Tenez compte toutefois qu'elles coûtent très vite genre des dizaines de milliers d'euros, donc c'est pas pour monsieur tout le monde. Hein. Du coup, Nikon est évidemment un des géants de la photographie avec Canon et Sony. Ils sont un petit peu en retrait justement par rapport à Sony et Canon, surtout au niveau vidéo, donc peut-être que la raison de ce rachat, c'est pour leur permettre de se replacer correctement au niveau vidéo, surtout par rapport à Sony qui a évidemment les Venice, qui sont une gamme de caméras justement cinéma qui sont utilisées par certains grands réalisateurs. Donc c'est certainement pour ça qu'ils veulent justement acheter Red. Mais ce qui m'étonne vraiment et ce qui doit en étonner aussi dans les commentaires, c'est le fait que Red Digital avait attaqué en justice il y a quelques années Nikon au niveau du format RAW pour les vidéos. Il y avait eu tout un débat là-dessus. Finalement, il s'était arrangé et tout ça. Et maintenant, Nikon va juste acheter Red. Donc, je suppose que pendant qu'ils se sont battus devant le juge, finalement, ils ont trouvé qu'ils s'entendaient bien et que peut-être ils voulaient travailler ensemble. Peut-être, je ne sais pas trop. Ou en tout cas, le fondateur de Red s'est dit « Hey, il est temps de me faire un petit peu d'argent et de vendre ma compagnie maintenant qu'elle est populaire. » Peut-être ça aussi. Bref, dans tous les cas, c'est ça qui m'étonnait le plus. Du coup, un autre truc, petit fun fact étonnant, c'est que tous les constructeurs d'appareils photo sont basiquement au Japon. Si vous regardez, Sony, japonais. Canon, vous pourriez dire, oh, Canon, peut-être américain. Non, japonais. Nikon, japonais. Pentax, même si c'est plus trop connu. Japonais. Panasonic, japonais. Les seuls qui sont pas japonais, alors Sigma aussi, japonais. Les seuls qui sont pas japonais, c'est basiquement, il me semble, Leica et puis Hasselblad. C'est les seuls, il me semble, en tout cas connus. Parce qu'évidemment, il doit y avoir quelques petites marques pas très connues, mais dans les grosses marques que tout le monde utilise, ils sont tous au Japon. Donc voilà un petit fun fact. Si vous avez un appareil photo, ou si n'importe qui, vous voyez quelqu'un qui prend des photos dans un événement, vous voyez un photographe professionnel, il utilise un appareil qui a été designé au Japon, basiquement. Ensuite, on a une petite news au niveau de Windows qui va arrêter tout simplement le support pour les applications Android à partir de 2025. Pour ceux qui ne savent pas, oui, vous pouviez faire tourner nativement
ou en tout cas émuler des applications Android sur votre ordinateur. Le seul problème, et c'est certainement pour ça que ils vont arrêter le support, c'est le fait que vous pouvez seulement utiliser les applications qui étaient sur le store d'applications d'Amazon. Et du coup, il vous fallait aussi un compte Amazon. Et la sélection d'applications sur le store Amazon est discutable, limitée surtout. Vous n'avez pas la plupart des jeux, vous n'avez pas la plupart des applications pratiques. Donc en gros, c'est certainement pour ça que la plupart des gens ne l'ont pas utilisé. Parce que si ça avait rajouté toutes les applications du Play Store, alors là, par contre, évidemment, surtout tous les jeux que vous avez sur le Play Store, ça aurait été très intéressant pour beaucoup de gens. Mais là, ce n'était pas le cas. Donc, honnêtement, ça ne m'étonne pas vraiment qu'ils vont arrêter le support. Maintenant, j'espère, j'ai une lueur d'espoir que peut-être ils vont rajouter le support de toutes les applications Android, y compris du coup celle du Play Store. Vous pouviez, il me semble, quand même sideloader une application, peut-être. Je suis plus sûr, mais il devait certainement avoir la possibilité. Mais là, on parle évidemment d'un support officiel. Donc, pour moi, Microsoft devrait travailler à justement rajouter toutes les applications du Play Store, mais peut-être que c'est une limitation due à Google qui n'autorise pas, certainement. Donc, c'est peut-être pour ça que ça n'arrivera pas. Donc, ma foi, on verra bien, mais yep. Pour ceux qui utilisaient ça, ma foi, dommage pour vous. Il existe toujours des émulateurs Android sur PC, notamment vous avez BlueStack, mais certaines personnes n'aiment pas trop. Moi, personnellement, j'aime vraiment pas BlueStack. Et puis, il y en a qui sont très discutables au niveau de leur politique et tout ça. Donc, faites attention si vous en cherchez un. Ensuite, nous avons les MacBook Air qui ont été upgrade vers des puces M3. Et vous avez aussi la bonne vieille version du MacBook Air en M1 qui part à la retraite. Oui. Donc, vous pourrez toujours le trouver en stock à des endroits et tout ça. Et c'est selon moi certainement la meilleure version du MacBook Air que vous pouvez acheter parce qu'elle est en promotion. Des fois, elle descendait juste en dessous des 900 €. Et pour les specs, même si c'est pas incroyable, 8 Go de RAM et tout ça, c'était un très très bon ordinateur ultra portable. Bref, dans tous les cas, du coup, ça a été upgrade vers la version M3. Alors, les prix en dollars sont beaucoup moins chers qu'en euros, mais en euros, évidemment, c'est beaucoup plus cher, tenez-en compte. Mais quoi qu'il arrive, ça augmente un peu la puissance des MacBook Air. Il y a eu tout un débat un peu bizarre, mais en gros, le MacBook Air avant ne pouvait afficher que sur un seul écran externe, en plus de son écran interne. Et du coup, avec ce nouveau MacBook Air, vous pouvez afficher sur 2 écrans si vous fermez l'écran interne. Donc en gros, ils ont rajouté, mais pas vraiment. Donc c'est ça que ça fait un peu débat, que les gens étaient en mode « Hein? Pourquoi ?» Donc oui, vous pouvez le docker, avoir 2 écrans, mais il faut qu'il soit fermé. Voilà. Ce qui est tout à fait possible de le faire, hein, mais c'est une limitation, absolument très étrange et assez stupide. Ensuite, tant qu'on parle de retraite, vu qu'on a parlé du M1 qui est à la retraite, nous avons Nvidia qui va mettre à la retraite tout simplement les GTX. Donc oui, ils vont arrêter la production de toutes les dernières GTX qu'ils produisaient encore. Il me semble que c'était basiquement juste la GTX 1650 et la 1630. Et apparemment, peut-être qu'ils produisent peut-être encore des 1660 dans certains marchés, mais ouais, c'était basiquement les 1650 et 1630. Et donc oui, la marque GTX est morte, basiquement. C'était les dernières GTX. À partir de maintenant, ce sera que des RTX. Et surtout avec le fait que récemment, ils ont sorti la RTX 3050 6 Go qui se place pas très loin de ces GTX 1650. Donc ils ont remplacé en fait. Mais ils n'offrent par contre aucune entrée dans le marché RTX pour moins cher parce que vous aviez la GTX 1630 qui était évidemment moins chère. Ça, il n'y a pas de remplacement. Donc, basiquement, Nvidia vous dit « Hey, plus de GTX pour vous. Et si vous voulez une carte graphique Nvidia, il faudra payer plus cher. » Ensuite, on avait parlé il y a quelques temps du fait que MSI avait promis une garantie de 3 ans sur tous leurs écrans. Vous avez Asus aussi qui avait reclarifié leur garantie de 2 ans et aussi avait rajouté une garantie de 3 ans sur un écran en particulier. Et bien maintenant, vous avez Gigabyte qui étend la garantie à 3 ans de toutes ces gammes QD OLED. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose pour ceux qui voudraient justement investir dans des écrans OLED. Ça vous donne une certaine garantie en tout cas que vous n'allez pas avoir du burn-in tout de suite. Et si vous avez du burn-in, vous pouvez le faire remplacer parce qu'évidemment, cette garantie inclut le burn-in. Donc,
une bonne chose. J'espère qu'on verra plus de constructeurs justement suivre le pas là-dessus. Mais évidemment, tenez compte que l'OLED reste l'OLED et vous finirez techniquement par avoir du burn-in. Peut-être que ça prendra 5 ans, peut-être que ça prendra 10 ans pour certaines personnes, mais ça finira par arriver. Et donc, faut en tenir compte quand vous l'achetez. Il y a des choses incroyables avec l'OLED, le QD OLED et tout ça, mais il y a des limitations clairement aussi, et il faut en tenir compte. Et aussi le prix, qui est très cher. Ensuite, nous avons des rumeurs sur les RTX 5000, qui pourraient arriver du coup soit fin 2024, début 2025, on ne sait pas trop encore. Et du coup, ces rumeurs concernent notamment la largeur de bus et un petit peu des premières specs pour les deux plus gros GPU de la gamme. Nous avons le GB202 et le GB203. Et du coup, le GB202 serait la RTX 5090 et le GB203 serait la RTX 5080. Et comme vous pouvez voir, basiquement, certainement, si ça se confirme, c'est une rumeur, Nvidia va continuer à basiquement augmenter à fond leur ultra haut de gamme, et puis le reste, c'est genre, eh. Donc, c'était le cas, par exemple, si vous regardez sur les RTX 4090, les specs purs de la 4090 sont juste largement au-dessus de toutes les autres cartes. Et vraiment, on a une diminution massive juste vers la 4080, qui est pourtant pas très loin. Et puis, cette diminution continue évidemment. Et du coup, visiblement, ils vont le répéter encore une fois ici, et la différence est juste massive en fait, et compris sur le bus mémoire qui, sur cette 5090, serait de 512 bits, et par contre, la 5080, 256 bits. Je comprends pas trop. Ils pourraient faire un GPU avec un bus mémoire 320 bits, 384 bits, tout ça. Il y a plein de possibilités, mais apparemment non. Basiquement, la 5080 sera, oui, plus puissante et tout ça, mais s'ils gardent les mêmes prix et tout, euh, ce sera la 5090 la plus intéressante, mais elle sera trop chère, et la 5080 sera un peu en mode meh. Donc, visiblement, Nvidia va continuer avec la même stratégie, ce qui est clairement pas une bonne chose. Et pour information, le nom de code de cette génération sera Blackwell, qui devait certainement être un scientifique assez connu, un petit peu comme Ada Lovelace, je suppose. Donc, je sais pas c'est qui, mais voilà, c'est toujours des noms de scientifiques connus. Et du coup, une autre rumeur par rapport à ça, qui est en réalité moins une rumeur parce qu'on sait que ça arrive, c'est le fait qu'évidemment, on aura la GDDR7 sur les RTX 5000. Et du coup, ces RTX 5000 devraient utiliser des puces de 28 Gbps. Pour information, les puces GDDR6X les plus rapides à l'heure actuelle font jusqu'à du 24 Gbps. Ce qui est assez bon, mais c'est seulement sur la RTX 4080 Super, il me semble. Donc, la plupart des RTX 4000, elles sont plus à 20, 21 du coup Gbps. Donc, ça fait une sacrée upgrade. Ça permettra beaucoup plus de bandes passantes sans augmenter la largeur de bus, ce qui est très important parce que si Nvidia, justement, s'amuse à ne pas augmenter la largeur de bus sur les modèles en dessous de la 5090, au moins avec cette GDDR7, ben, ça devrait compenser et offrir quand même un bon gain de performance. Mais quoi qu'il arrive, ça c'est confirmé, ça arrivera à la GDDR7 pour les RTX 5000, et c'est une bonne chose au niveau GPU parce que ça fait très longtemps que la GDDR6 et 6X existent, et mais c'est en train de les limiter en fait. On est vraiment limité par ces puces mémoire qui sont bonnes, mais on n'arrive pas à vraiment augmenter incroyablement les performances parce que une nouvelle puce GDDR6X sort et elle est juste, allez, 5% plus rapide. Non, là, on va avoir une vraie upgrade enfin. Et évidemment, AMD devrait utiliser aussi ces nouvelles puces. Et du coup, vu qu'on parle d'NVIDIA qui aime bien l'argent, à limiter un petit peu les specs de leurs cartes graphiques pour tout simplement fabriquer les cartes graphiques plus facilement, ils vont offrir une nouvelle offre pour le GeForce Now. Donc leur service de streaming de jeux vidéo. Vous aurez maintenant un D-Pass, donc un pass que vous payez au jour. Et du coup, ce pass au jour pourrait, si vous prenez la version Ultimate, donc pour profiter de la meilleure configuration avec une RTX 4080, pourrait coûter 8 dollars par jour. Alors bien sûr, si vous comptez l'utiliser un minimum de jours, même une semaine, vous allez prendre l'abonnement au mois qui coûte genre un peu plus de 20 euros par mois. Ça semble logique. C'est vraiment pour les personnes qui sont en mode ok, je suis en congé ce jour-là, j'ai un jour où je peux vraiment jouer, j'ai pas de PC, je vais peut-être le prendre pour un jour. C'est vraiment pour ce genre de personnes. C'est peut-être aussi pour quelqu'un qui
son PC vient de rendre l'âme, il va aller le réparer, mais c'est le week-end, peut-être qu'il a envie de jouer, ben, il utilise ce service. Donc, je comprends l'intérêt, je comprends la logique de la création de cette offre, mais on va être très honnête, ça coûte la peau des fesses pour seulement un jour. Donc, ouais, vous avez aussi une version prioritaire qui serait du coup à 4$, mais moi, je vous le dis, si vous êtes un minimum intéressé par GeForce Now, prenez juste l'abonnement au mois parce que là, ouais, ça ne vaut pas la peine. Un autre intérêt, ce serait juste de tester aussi, vu qu'ils n'ont plus de... Enfin, vous pouvez tester en réalité avec l'offre normale, hein. Vous pouvez juste demander un remboursement sous les 30 jours, il me semble. Donc, vous pouvez tout à fait tester avec l'offre normale, payée par mois. Mais c'est juste que certaines personnes n'ont pas forcément envie d'investir autant pour juste tester. Donc là, je vois aussi l'intérêt de juste tester. Vous payez 8$, vous testez, vous êtes satisfait, vous prenez un abonnement au mois, ou sinon, ben, vous passez votre chemin. Il y a peut-être, selon moi, l'intérêt à faire ça aussi. Et du coup, avec ça, c'est à peu près tout pour ce Tech ça marche aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, pour laisser un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, pour laisser un pouce rouge. On se retrouve après une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao.